Bonsoir et bienvenue à cette édition du soir, dont voici le sommaire. Considéré comme une violation des droits humains des filles et des femmes, notamment de leur droit à la santé, à la sécurité, à l'intégrité physique, les mutilations génitales sont dénoncées ce 6 février. On en parle dans cette édition. Et puis les scientifiques appellent à agir et à protéger les zones humides, l'un des écosystèmes les plus fragiles et les plus précieux au monde. Pourquoi? Les détails sont à suivre. Et si vous avez envie d'investir dans la terre et que vous avez des difficultés pour accéder au financement, on vous révèle dans cette édition des mécanismes pour y arriver. Bien que de nombreux pays l'aient radicalement interdite, les mutilations génitales féminines persistent dans certains endroits où elles représentent un rituel ancien lié à des facteurs culturels, religieux et sociaux des communautés. Reconnue comme une violation des droits humains des filles et des femmes, cette pratique engendre des complications à court et long terme pour leur santé sexuelle et reproductive ainsi que pour leur santé mentale. Ce 6 février, c'est la journée dédiée à la lutte contre les mutilations féminines, les mutilations génitales féminines, et on en parle avec Anno Adadja. Laissez-moi. Maintenue violemment assise, les jambes écartelées et soumises à des coups de lame et à des coups de vieux couteaux, c'est ainsi que de nombreuses jeunes filles subissent encore au Bénin, comme en Afrique, l'excision. Elle est encore appelée mutilation génitale. C'est une pratique qui consiste en l'ablation totale ou partielle des organes génitaux de la femme. Et on met ça sous le coup de la culture, des traditions. Et cela se pratique, il y en a plusieurs sortes, mais ce qui a vraiment cours au Bénin, c'est l'excision. Cette pratique ancrée dans plusieurs communautés est bien connue des Béninois. Les mutilations génitales, c'est les violences faites aux jeunes filles. Ça ne se fait pas chez moi. Moi, je suis Yoruba, ça ne se fait pas. C'est vrai que c'est peut-être propre à une partie de la population. Il y a certaines cultures qui acceptent cela, mais le monde est révolu. Il faut aujourd'hui dire non à ces genres de trucs. On ne peut pas accepter cela, que ce soit pour notre épouse, pour nos enfants ou nos amis. Ce n'est plus possible. Il y a les droits de l'homme, ce n'est plus possible. Ce n'est pas en faisant ces mutilations-là qu'on pourra peut-être apporter le bonheur à la femme. Et également les auteurs sensibilisés, surtout sensibilisés. L'Organisation mondiale de la santé estime que 100 à 140 millions de filles en sont victimes dans le monde. Traumatisme, hémorragie, infection urinaire et infertilité, les complications peuvent entraîner parfois la mort. Chaque organe a son importance, mais on décide au nom de la culture ou de la religion de supprimer certains organes de la femme. Donc cela constitue déjà une violation des droits humains et qui ne permet pas vraiment à la femme de jouir pleinement de tous ses organes. Et cela a des conséquences incommensurables sur la santé, sur l'état physique de la femme. Et ça va même jusqu'au décès quand ça se passe mal. Et pourtant, des dispositions juridiques existent. La loi 2003, en son article 3, a défini le phénomène. Il y avait aussi la loi sur les violences faites aux femmes qui a également défini le phénomène. Mais aujourd'hui, nous avons la loi du 21 décembre là, sur les infractions commises pour raison de sexe qui prévoit des dispositions, notamment des sanctions qui vont de 6 mois à 3 ans et avec paiement d'amende qui va jusqu'à 3 millions. Lorsqu'il s'agit de la pratique sur mineurs, la loi est encore corsée. Là-dessus, autorités locales, leaders d'opinion et chefs religieux sont donc invités à s'investir davantage pour mettre fin à cette violation des droits des femmes et des filles.
À présent, cette question que l'on se pose parfois, l'homme est-il si différent des animaux? Est-il le seul à pleurer, à aimer et à rire? Ce sont les interrogations qui prennent tout leur sens ce 6 février, jour dédié aux intelligences animales. Cette journée met en lumière les travaux de recherche, les réflexions des spécialistes sur l'intelligence des animaux, leur comportement, leur talent, leur empathie et même leur sagesse. Cette journée prend donc tout son sens en raison des découvertes récentes des éthologues, anthropologues et archéologues qui viennent déconstruire les idées reçues et mettre en lumière les racines animales de l'homme. Agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature. Les scientifiques l'ont aisément compris et appellent à agir et à protéger ces écosystèmes fragiles et précieux au monde. Toute chose qui passe par des investissements et des efforts accrus afin de répondre aux enjeux posés par la crise climatique et la biodiversité. Les zones humides, des espaces à protéger, Amandine Anyambossou nous en parle. Une zone humide est un terrain gorgé d'eau de façon permanente ou temporaire. Elle peut vêtir plusieurs aspects, mais quelle que soit leur forme, les zones humides assurent des fonctions indispensables à l'homme. Le fait que l'eau soit présente de façon temporaire ou définitive permet aux habitants des zones humides de faire de la production de contre-saison. La production végétale, la production animale, fait l'élevage de volailles, l'élevage de porcins, la production de poissons, la pisciculture par exemple. Ces zones-là sont également riches pour faire de l'écotourisme. Il y a un autre avantage, c'est que ces zones humides sont importantes pour la conservation de la biodiversité. Les zones humides nous rendent bien plus de services et pourtant, elles sont menacées de disparition. Au Bénin, il faut dire que beaucoup de choses sont faites pour d'abord recenser les zones humides et tout est fait pour faire en sorte que ces zones humides ne soient plus des zones d'agression anthropique. La coupe de bois, les feux de brousse, la pêche illégale, la pêche non conventionnée. Ces écosystèmes sont aussi sujets aux effets des changements climatiques. Vous savez, pour qu'une zone humide continue d'être appelée zone humide, il faut de l'eau. Mais aujourd'hui, le régime pluviométrique n'est plus maîtrisé. Le volume d'eau qui tombe chaque année n'est plus stable. Et ces variations soumettent les espèces qui y vivent à des efforts d'adaptation. Donc à des moments donnés, si l'espèce ne peut plus s'adapter, elle sera menacée de disparition. Il est donc temps d'agir pour les zones humides et promouvoir un usage durable de ces milieux fragiles. Que ce soit en devenant des champions de la conservation, en réorientant le financement public et privé, en transformant les pratiques agricoles, en réduisant les pertes d'eau, en contribuant aux efforts de restauration ou en soutenant des nettoyages locaux des zones humides, nous pouvons tous agir. L'avenir, pour être durable et prospère, dépend de nos actes d'aujourd'hui. Protéger les zones humides, c'est aider la planète à se reconstruire. C'est l'une des façons les plus simples et efficaces pour protéger l'environnement, par conséquent, sauver l'avenir. Et pour sauver l'avenir au Bénin, les jeunes constituent une chaîne importante dans le domaine agricole. Mais très souvent, l'accès au financement et à la terre leur cause d'énormes difficultés. Quels sont donc les différents mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement et à la terre? Des réponses ici avec Djibril Azansi, ingénieur agroéconomiste. Pour ce qui concerne l'accès au financement, pour le secteur agricole,
Je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole, je dirais c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui, à leur tour, mettent maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, c'est souvent pas facile. En tout cas, pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain, les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi, je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera, puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux. Tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain, tout le monde puisse en jouir. Portrait à présent d'un artiste photographe algérien spécialisé en photographie de produits. Il est passé maître dans l'art de la nature morte, un véritable passionné que nous découvrons à travers cet élément. Des images qui balancent entre peinture et photographie. Cela s'appelle le still life ou nature morte. Et Zouhair Lougliti en a la parfaite maîtrise. Il réalise des mises en scène avec de simples objets du quotidien et chaque photographie est un petit chef-d'œuvre. Le moment où la photo, elle bascule entre la photo et le dessin, là, on capture l'image. Les gens, ils ont cette manie ou cette question, cette fameuse question, est-ce que c'est du dessin? Et quand on me pose cette question, là, je suis satisfait et je dis que j'ai réussi ma manœuvre. Doté d'un sens aigu de la composition et de l'esthétisme, Zouhair Lougliti est aussi photographe de produits, un savoir-faire spécifique où le produit est la star de ses clichés. Il doit mettre sa façon de faire pour se distinguer des autres photographes, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, satisfaire le propriétaire du produit, et c'est ça le deuxième problème. Et ensuite, il doit les deux satisfaire la dernière étape, et c'est le plus essentiel, c'est satisfaire le consommateur. Originaire de Boussaada, notre artiste a été chargé d'une mission de valorisation du costume traditionnel boussaadi, pour lequel il a choisi un décor spécifique. On ne peut pas valoriser ou faire donner plus de valeur pour un costume si on le dépayse. Ça veut dire qu'on va le sortir de son contexte. Ça, c'est le costume traditionnel boussaadi. Par exemple, les chaussures, normalement, on l'appelle le rihiya. Le pantalon, c'est surwal arbi. Le chapeau, c'est le mdal. Il y a l'okaza, ça diffère. Tout dépend de l'occasion où on utilise la chose. Il y a le gilet هذا كاين هذا الشاش اللي normalement اسمه الحطة. Bon, d'après ce qu'on m'a dit, parce que j'ai essayé de faire une petite recherche pour avoir pour encore réconforter l'information du costume. Et ce sera tout pour ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le 3w.ortb.bj. Portez-vous bien et très bonne soirée à toutes et à tous.